Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question, disons complexe et souvent chargée, celle des soi-disant rôles positifs de la colonisation. Oui, un sujet sensible. Tout à fait. Et pour ça, notre exploration va s'appuyer sur une analyse critique, un texte source qui s'appelle Les rôles positifs de la colonisation, décryptage d'un mensonge. D'accord. L'objectif, c'est donc de voir comment ce document, il déconstruit cette idée de mission civilisatrice et les arguments qui sont parfois avancés sur de prétendus bienfaits. Mhm. Pour commencer, peut-être un chiffre qui est souvent cité par ceux qui contestent cette idée. En 2016, un sondage au Royaume-Uni montrait que 44% des Britanniques se disaient fiers de leur passé colonial. Ah oui, Ça montre bien comment certains récits persistent, n'est-ce pas? oui, tout à fait. Et cette persistance, c'est un point de départ intéressant que le texte source analyse. Il rappelle d'ailleurs la tentative en France en 2005, vous savez, d'inscrire dans la loi la reconnaissance du rôle positif de la présence française outre-mer. Oui, je me souviens, ça avait fait beaucoup de bruit. Énormément. Et ça a été retiré finalement face aux protestations. Le texte cite aussi des sondages plus anciens, certes, où une majorité de Français voyaient la colonisation comme globalement positive. C'est assez parlant. Et ça fait écho, je trouve, à la citation d'Amilcar Cabral que l'analyse met en avant. Elle est assez percutante. Les colonialistes ont l'habitude de dire que eux nous ont fait entrer dans l'histoire. Nous démontrerons aujourd'hui que non. Ils nous ont fait sortir de l'histoire, de notre propre histoire, pour les suivre dans leur train, à la dernière place dans le train de leur histoire. C'est une citation très forte, oui. Ça résume bien l'angle d'attaque du texte, en quelque sorte. Et ce récit de la colonisation positive, on l'a entendu sous différentes formes. Hmm, Il y a eu cette loi de 2005, enfin cette tentative de loi, mais aussi des déclarations plus récentes. On se souvient de François Fillon en 2016 qui parlait de partager sa culture, oui, ou le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar, qui affirmait que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire. ce discours avait marqué effectivement. Oui. Et même si, les positions officielles ont pu un peu évoluer depuis, l'analyse suggère qu'une certaine vision, disons idéalisée du passé colonial, elle subsiste. Tout à fait. Et ce que l'analyse pointe aussi, et c'est important, c'est que cette perception, ce n'est pas seulement en Occident qu'on la trouve. Ah bon? Oui, le texte indique que même en Afrique, eh bien, certains courants, certaines personnes peuvent reprendre à leur compte cette idée de mission civilisatrice. Parfois même en comparant les supposés mérites des Britanniques par rapport aux Français, par exemple. C'est intéressant ça. Et l'argument qu'on entend souvent, celui des infrastructures modernes, on cite parfois des villes comme Nairobi, Abidjan, comme un héritage positif de la colonisation, eh bien ça aussi, c'est une idée que le texte va chercher à démonter méthodiquement. Justement, alors venons-en à ces contre-arguments développés dans l'analyse. Le premier pilier, si on peut dire, de la réfutation, ça repose sur l'idée d'un rôle civilisateur de l'Afrique, mais bien avant l'arrivée des Européens. Exactement. L'auteur s'appuie beaucoup sur les travaux de Cheikh Anta Diop. Il y a cette citation: Le noir ignore que ses ancêtres, qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil, sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. C'est une affirmation forte. Très. Et l'analyse va même plus loin. Elle situe l'origine des sciences en Afrique australe et dans la région des Grands Lacs, et elle place l'Égypte antique noire au cœur de ce rayonnement initial. D'accord. Et comment cette influence se serait-elle manifestée, selon le texte? Alors, l'analyse détaille comment elle se serait propagée. On parle de liens avec l'Asie, la Phénicie, la Mésopotamie, la Perse, l'Inde, et même jusqu'aux religions d'Extrême-Orient. Ah oui. Oui. Et puis des traces aussi en Amérique précolombienne et bien sûr en Europe. Stonehenge est cité, ou l'influence sur la Grèce et Rome. Donc une influence très large. Très large et très ancienne. Et l'auteur met ça en contraste avec une Europe qui, selon cette lecture, serait restée un peu en marge pendant longtemps avant d'être elle-même touchée par ces courants civilisateurs venus d'Afrique. Ce qui amène logiquement à la question que pose le texte. Exactement, une question assez provocatrice. Est-ce qu'on civilise les civilisateurs de l'humanité? Hmm. C'est une perspective qui renverse le récit habituel. Mais on pourrait objecter qu'après l'Égypte, peut-être l'Afrique a connu un certain déclin. C'est une idée que l'analyse présentée ici conteste fortement. Au contraire, elle dépeint l'Afrique des 14e et 15e siècles comme un continent potentiellement très riche, matériellement opulent même. Ah oui.
Avec des exemples. Oui, l'exemple de Mansa Kankou Moussa, l'empereur du Mali au XIVe siècle, est mis en avant. Il est souvent cité, vous savez, par certaines sources modernes comme l'homme le plus riche de tous les temps. Oui, j'ai déjà lu ça. Et le document décrit aussi une Afrique juste avant le contact européen, hors des zones d'influence arabe, précise-t-il, avec des sociétés où l'esclavage économique n'était pas central, où il y avait une certaine complémentarité homme-femme, pas de famine généralisée, un logement pour tous, une paix sociale relative. Un tableau assez idyllique finalement. Disons un tableau qui contraste fortement avec l'image d'une Afrique primitive attendant la civilisation. Et pour renforcer ce point, l'analyse insiste sur la civilisation mort en Espagne et au Portugal. D'accord. Noire, issue des berbères noirs du Maghreb, dits Mours ou Sarrasins, avec les Arabes qui auraient recivilisé une Europe alors plutôt appauvrie après la chute de Rome. Donc le message clé ici, C'est que l'Afrique non seulement était riche et civilisée, mais qu'elle continuait d'influencer positivement l'Europe, à une époque où l'Europe était comparativement moins avancée. d'où la seconde question rhétorique posée par l'auteur. Exactement, De quelle mission civilisatrice l'Occident parle-t-il? c'est clair. Alors, après avoir posé ce cadre d'une Afrique précoloniale riche et influente, l'analyse bascule. Elle présente l'intervention européenne via la traite négrière comme le début de la destruction. Oui, c'est ça, la traite décrite vraiment comme l'événement qui brise cet élan historique africain. L'auteur utilise des comparaisons très fortes, il évoque les méthodes de l'État islamique Ah oui, quand même. et il mentionne même une implication du Vatican, selon ses sources. Il décrit la destruction de royaumes, de civilisations entières comme celle du Congo, du Monomotapa ou des cités Swahili sur la côte Est. Principalement par qui? Surtout par les Portugais au début, nous dit le texte, pour alimenter les plantations de sucre, de café, le tout au nom de Jésus-Christ, précise l'analyse. Et la résistance africaine dans tout ça? Elle est qualifiée de formidable, mais souvent brisée par la violence et les armes. Justement, les armes. Oui, l'analyse insiste beaucoup sur le rôle déterminant des armes à feu européennes dans ce processus. Et puis vient l'estimation des pertes humaines. C'est là que ça devient vertigineux. Quel chiffre avance le texte? L'auteur avance une estimation pour les traites négrières européennes et arabes combinées, selon lui, de 400 à 600 millions de personnes. Pardon? 400 à 600 millions. Oui, ce qui représenterait, selon ses calculs, 66 à 75% de la population africaine sur la période considérée. C'est colossal. C'est difficile à imaginer. Et l'auteur qualifie cet épisode, je cite, de « plus grand crime de l'histoire de l'humanité ». Il établit un lien direct entre cette dépopulation, cette déstructuration massive et la vulnérabilité de l'Afrique quand la colonisation, la conquête coloniale va déferler ensuite. Ces chiffres donnent le vertige en effet. Et c'est donc dans ce contexte, selon l'analyse, d'une Afrique profondément affaiblie qu'intervient la colonisation proprement dite. Exactement. Présenté comme une suite logique de la traite en fait, poursuivant l'objectif d'enrichissement, mais avec cette dimension supplémentaire et très affichée de suprématie raciale et culturelle. La conférence de Berlin de 1884 est vue comme un moment clé. Oui, comme l'acte qui organise le partage, le dépeçage du texte. Et la conquête militaire qui suit achève les royaumes qui avaient survécu, comme les Ashanti au Ghana, le Dahomey au Bénin. Malgré une résistance, on l'a dit. Oui, une résistance qualifiée d'héroïque, mais souvent écrasée par une puissance de feu supérieure. L'analyse parle de villages rasés, de populations massacrées. Et une fois la conquête achevée, comment se caractérise cette domination coloniale, d'après le texte? Alors, l'analyse la détaille en plusieurs points. D'abord, il y a la continuation de l'esclavage sous la forme du travail forcé. Qui aurait perduré longtemps, hein? Oui, jusque tard dans le XXe siècle selon l'auteur, années 1940 même dans certains cas. C'était essentiel pour construire les infrastructures, les routes, les chemins de fer et pour extraire les matières premières. Avec des conditions difficiles, j'imagine. Effroyable selon les descriptions. Mortalité très élevée, prise d'otages, femmes, enfants pour forcer les hommes à travailler, répression sanglante des révoltes, villages brûlés, décapitation. L'exemple de l'Angola portugais est cité, où le maître ne nourrissait même pas l'esclave. Terrible. Et ensuite? Ensuite, il y a le pillage systématique des richesses. Le pétrole, les diamants, la bauxite, l'uranium, le fer, le bois, le cacao, l'EVA. Tout est approprié par les puissances coloniales et leurs entreprises. Sans retomber pour les populations locales? Pratiquement aucune, selon l'analyse. Ça enrichit une Europe déjà bénéficiaire de la traite, mais les Africains n'en voient pas la couleur. Après le travail forcé et le pillage, quoi d'autre? La ségrégation raciale institutionnalisée. Là, les exemples sont nombreux et connus.
le code de l'indigénat en France. Qui crée une justice d'exception? Exactement. Ou les lieux interdits aux Noirs dans les colonies britanniques, et bien sûr l'apartheid en Afrique du Sud comme forme extrême. Donc une société fondée sur l'inégalité raciale. Totalement. Les Africains sont décrits comme réduits à des sous-hommes, sans droit, leurs terres confisquées, exclus de toute gestion, sauf quelques collaborateurs, les fameux évolués. Le blanc est perçu comme un dieu, dit le texte. C'est une description très dure. Et ce n'est pas fini. Un autre aspect central pour l'analyse, c'est l'aliénation culturelle et religieuse. C'est-à-dire? C'est la diabolisation systématique de tout ce qui est africain, les cultures, les langues réduites à de simples dialectes, et surtout la religion africaine traditionnelle, les spiritualités ancestrales, Remplacé par quoi? par l'imposition du christianisme et de l'islam. Et l'analyse insiste sur le fait que ces religions sont présentées avec des figures blanchies, un Jésus blanc par exemple, ce qui sert à légitimer la supériorité blanche et la domination. Le but serait donc De pousser les Africains à renier leur propre héritage. L'auteur parle de suicide identitaire, présenté comme le passage obligé pour accéder à la modernité occidentale. Et il y a cette question très forte dans le texte. Oui, qu'est-ce qui reste quand on vous vole jusque vos parents? C'est une question qui résume bien la violence symbolique décrite. L'analyse donne des contre-exemples pour montrer la richesse culturelle niée. Une langue proche du Wolof ou du Chiluba, parlée par les Grecs anciens, Ziryab, important l'art de la table en Europe, des systèmes d'écriture africains qui subsistent, l'origine africaine du mot Amen. Le but de tout ça, selon l'analyse, étant de blanchir Dieu pour légitimer la domination. C'est ça l'interprétation qui est donnée. Et pour achever ce tableau déjà très sombre, l'analyse insiste aussi sur les crimes et les massacres directs. Oui, une partie importante y est consacrée. Sans pouvoir détailler tous les chiffres ici, le document compile des estimations de pertes humaines qui sont attribuées aux différentes puissances coloniales. Quelques exemples? On parle de 90 000 morts au Kenya, attribués aux Britanniques lors de la répression Momo, 100 000 Herero et Nama tués par les Allemands en Namibie, ce qui est maintenant reconnu comme un génocide. Oui. Au Cameroun, entre 60 000 et 120 000 morts liés à la répression française contre l'UPC, le mouvement indépendantiste. À Madagascar, la répression de l'insurrection de 1947-49 aurait fait entre 89 000 et 200 000 morts selon les sources, sans compter les 500 000 morts estimés lors de l'invasion française initiale entre 1894 et 1904. C'est effrayant, hein? En Tanzanie, 325 000 morts lors de la révolte Maji-Maji contre les Allemands. Et puis, il y a le cas du Congo, sous Léopold II, roi des Belges. Là, les chiffres sont souvent cités comme étant particulièrement terribles. Oui, l'analyse reprend des estimations allant de 12 à 32 millions de morts. C'est une fourchette énorme, mais dans tous les cas, ça donne une idée de l'ampleur de la catastrophe humaine. Et au-delà de ces cas spécifiques, L'analyse cite une estimation globale de 73 millions de morts supplémentaires en Afrique subsaharienne juste pour la période 1880-1930, liée aux conséquences directes et indirectes de la colonisation. Famine provoquée, maladies, massacres. ce qui amène à une conclusion chiffrée globale. Oui, selon les calculs présentés dans le texte, si on cumule les pertes dues aux traites et à la colonisation, on arriverait à une réduction de la population africaine de l'ordre de 78 à 94 %. C'est presque un effacement. C'est le terme qui vient à l'esprit. Et pour illustrer l'extrême brutalité, l'auteur rapporte un témoignage recueilli par Louise-Marie Diop Maes qui parle d'actes de cannibalisme forcé en RD Congo à l'époque de la récolte du caoutchouc sous Léopold II. Des choses absolument inhumaines. C'est difficile à entendre. Alors, face à ce tableau, que répond l'analyse à l'argument qu'on entend quand même souvent, celui des infrastructures? Les routes, les ponts, les bâtiments, laissés par les colons. Oui, c'est l'argument classique du legs positif. L'analyse reprend là encore les mots de Louise-Marie Diop Maes. Sa réponse est assez directe. Ces infrastructures, elles étaient pensées pour les besoins de l'occupant. Pour sortir les matières premières plus facilement. Exactement. Faciliter l'exportation des ressources. Et surtout, elles ont été construites par le travail forcé des colonisés. Donc, difficile de parler d'un don dans ces conditions. C'est le point de l'analyse, qui rappelle aussi qu'il existait des villes structurées, une architecture remarquable en Afrique, bien avant les Européens, même si beaucoup a été détruit.
D'ailleurs, pour aller plus loin et contrer l'idée que la technologie moderne serait une importation purement occidentale, l'analyse fait quelque chose d'intéressant. Elle souligne la contribution très significative d'inventeurs noirs. Ah oui, Oui, elle cite de nombreux exemples, principalement afro-américains, mais aussi africains, des noms comme Lewis Latimer, associé à Bell pour le téléphone et à Edison pour l'ampoule électrique, d'accord. Frederick Peterson et George Washington Carver pour l'automobile, Granville Woods et William Burr pour le train, Frederick Jones pour la réfrigération, Alexander Miles pour l'ascenseur, Mark Dean pour l'ordinateur personnel IBM, Charles Drew pour les banques de sang. La liste est longue. Très longue. Gerald Lawson pour la console de jeux vidéo, le Ghanéen George Mensa pour la fibre optique, le Guadeloupéen Raoul Nicolo pour la télévision multicanale. Il y a même une mention de contribution à la NASA. Et l'argument derrière cette liste, c'est quoi? Il est double. Premièrement, Mhm. non, la technologie n'est pas l'affaire des Blancs, intrinsèquement. Deuxièmement, qui sait ce que l'Afrique, avec sa richesse humaine et ses savoirs, aurait pu développer elle-même si elle n'avait pas subi la rupture violente de la traite et de la colonisation. La question reste ouverte. Oui, que serait devenue l'Afrique sans ces interventions étrangères? C'est la question que pose le texte. Bon, si on essaye de synthétiser la position développée dans ce document, elle est, pour le moins, radicale. Oui, on peut le dire. On a une Afrique décrite comme originellement civilisatrice et riche, qui aurait été dévastée par l'Europe. D'abord par la traite, ensuite par la colonisation. C'est ça. Et cette colonisation, elle est décrite non pas comme une entreprise ambivalente, avec du bon et du mauvais, mais comme un système intrinsèquement basé sur la mort, l'esclavage, l'appauvrissement, l'aliénation culturelle. Voilà, c'est vraiment la thèse centrale. La conclusion du texte est donc sans appel. La colonisation y est présentée comme un crime contre l'humanité. Point. Sans aucun aspect positif qui pourrait racheter le reste. Exactement. Toute idée de partage culturel est balayée d'un revers de main. L'auteur fait même une comparaison ironique avec ce qu'Hitler aurait pu apporter à la France en partageant sa culture. C'est dire la force du rejet. C'est une comparaison choc. Très choc. Et cette analyse, elle débouche sur une réflexion sur le présent, sur aujourd'hui. C'est-à-dire, L'auteur suggère que le désir, parfois compréhensible, d'accéder au modèle de développement occidental, même quand on critique le néocolonialisme, eh bien ça peut masquer une acceptation involontaire de certains bienfaits perçus de la colonisation, souvent par méconnaissance de l'histoire telle qu'elle est racontée ici. par manque de conscience de ce passé. Oui, par ignorance du passé glorieux précolonial et de l'ampleur de la destruction subie selon l'analyse. Et face à ce constat, l'appel qui est lancé à la fin, c'est celui de l'afrocentricité. L'afrocentricité. Qu'est-ce que ça recouvre ici? C'est une démarche qui prône, selon l'auteur, un recentrage radical sur les perspectives, les valeurs, l'histoire africaine. Dans tous les domaines, culturels, linguistiques, spirituels, philosophiques. Il parle de retrouver les langues, les religions, l'histoire, la philosophie, même les noms africains. Comme une condition nécessaire à une libération complète. Oui, une libération qui ne serait pas seulement économique et politique, mais aussi mentale et culturelle. Et pour illustrer ce besoin de décolonisation des esprits, l'analyse cite abondamment Aimé Césaire. Oui, j'ai vu ça. Des passages très forts du discours sur le colonialisme sont repris. Tout à fait, comme celui-ci. Entre colonisateurs et colonisés, il n'y a de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des masses avilies. C'est sans concession. Et cette formule lapidaire, colonisation égale chosification, l'homme réduit à l'état de chose. Et César répondait aussi à ceux qui mettaient en avant les progrès matériels. Oui, et le texte le rappelle. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, des cultures piétinées, des institutions minées, des terres confisquées, des religions assassinées, des magnificences artistiques anéanties, d'extraordinaires possibilités supprimées. Il mettait l'accent sur ce qui a été perdu ou détruit. Exactement. Et il ajoutait, c'est aussi cité, moi je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Ces citations de Césaire donnent vraiment corps à l'analyse présentée.
En somme, oui, cette exploration de notre document source nous a fait parcourir une argumentation très construite qui s'attache vraiment à démanteler pièce par pièce la notion même de rôle positif de la colonisation. Elle la dépeint comme un long processus de destruction, matérielle, humaine, culturelle. Qui serait venu briser un élan civilisationnel africain supposé antérieur et qui aurait été perpétué par la violence, l'exploitation et cet effacement identitaire dont on a parlé. Et l'analyse se termine sur une note d'hommage, je crois. Oui, un hommage aux ancêtres africains pour leur résistance face à ce que le texte nomme l'invasion. C'est une façon de boucler la boucle en reconnaissant cette lutte. Tout cela nous amène peut-être à une dernière réflexion, qui fait écho à cet appel du texte pour une reconquête identitaire profonde. Hmm. Si on suit la perspective développée ici, qui insiste sur une décolonisation qui va bien au-delà du politique et de l'économique, à quoi pourrait ressembler concrètement un avenir où les sociétés africaines seraient véritablement décolonisées? Pas seulement dans leur structure, mais aussi dans leurs esprits, leur culture, leur rapport à leur propre histoire. C'est une question immense. Oui, une question vaste, et que cette analyse laisse finalement ouverte. De quoi nourrir la réflexion.